Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode et évidemment je suis ravie de te retrouver Catherine pour discuter de nos dernières lectures. Comment vas-tu ? Ça va très bien, bonjour Marine. Moi aussi je suis ravie d'être là et puis ça fait toujours plaisir d'être ensemble pour discuter et papoter sur les livres. Et aujourd'hui encore, on ne manque pas de choses à dire. Dans ce 11e numéro du Bruit des Pages, on vous parle de la carte postale d'Anne Berest, d'un bref instant de splendeur d'Ocean Vuong, de la décision de Karine Thuil et la version BD du Cœur des femmes d'Aude Mermiaude, adaptée du roman de Martin Winkler. Et on lance cet épisode avec notre lecture et coup de cœur commun, la carte postale d'Anne Berest chez Grasset. En janvier 2003, la mère d'Anne reçoit une carte postale représentant l'Opéra Garnier. A priori, tout ce qu'il y a de plus banal, sauf que cette carte est anonyme et que 4 prénoms sont mentionnés, Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Ce sont les noms de ses grands-parents, de son oncle et de sa tante. Grâce à cette carte, l'autrice va remonter le temps et reconstruire petit à petit l'histoire familiale. Quelle belle lecture! Autant vous dire que ça met la barre très très haut pour 2022 parce qu'un si gros coup de cœur aussitôt dans l'année, franchement, ça va être très difficile à égaler. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur pour moi. J'ai adoré, j'ai dévoré le livre. Bon, je prenais pas beaucoup de risques parce que dès sa sortie, j'ai tout de suite vu que c'était très Catherine compatible. Même Catherine et Marine compatibles. Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Exactement. Donc j'avais vraiment hâte de le lire et ça n'a pas raté. Je n'ai pas pu reposer le livre. Franchement, n'ayons pas peur des mots, c'était magnifique. C'est une histoire familiale qui est vraiment très belle et évidemment très forte parce que forcément le thème n'est pas très facile. C'est l'histoire d'une femme qui va partir à la recherche de ses origines, de son identité, et elle nous emmène avec elle dans ce parcours, dans ses recherches, de découverte en découverte. Et tout cela, évidemment, s'inscrit dans l'histoire du peuple juif depuis le début du XXe siècle et à travers l'Europe. Anne Berest remonte le temps pour retracer l'histoire de sa famille et elle crée vraiment une superbe saga historique et familiale. C'est vrai que ce livre me faisait envie depuis très longtemps, parce que tout le monde déjà en a parlé, et franchement, on peut le dire, il était en tête de gondole dans les librairies. Et sur Instagram. Et sur Instagram, il était en lice pour le prix Goncourt. Franchement, c'était très difficile de passer à côté quand même. Oui. On le voyait partout, même dans les médias. Et pourtant, franchement, je dois dire que j'ai réussi à pas trop me spoiler. C'est à peine si j'avais lu le résumé, je savais que l'histoire tournait autour de la Seconde Guerre mondiale, et en gros, je me suis arrêtée là, ça me suffisait. Je procède rarement de cette façon, mais là, j'ai entièrement fait confiance à la critique. Après, c'est vrai que j'adore les romans historiques, donc je prenais pas trop de risques non plus. Marine compatible. Voilà, exactement, c'était très marine compatible aussi. Donc j'ai attendu les vacances de Noël pour me lancer dedans, car c'est vrai que vu le sujet, je voulais quand même être très dispo mentalement pour le lire, et je voulais m'autoriser de longues après-midi de lecture. Et puis c'est vrai que quand on commence, on avait du mal à s'arrêter. Ah ouais, c'est impossible à lâcher, et c'est vrai que comme toi, ça a été un vrai coup de cœur, et j'ai passé des heures sans pouvoir m'arrêter de lire le roman. J'étais à fond dans cette histoire avec les personnages de Myriam, de Noémie, de Jacques, d'Emma et d'Ephraim, mais vraiment un magnifique roman pour commencer l'année, c'est vrai. Ouais. Et moi, alors il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est la construction du roman en 2 parties, avec une première partie qui retrace la vie de toute la famille, donc depuis la Russie des tsars jusqu'à Auschwitz, et puis une deuxième partie qui est plus sous forme enquête. On se retrouve presque détective avec l'autrice pour comprendre qui a écrit cette carte postale et aussi du coup comprendre la vie de sa grand-mère qui a finalement été la seule survivante de sa famille. Ces 2 parties vraiment sont assez différentes, mais malgré tout on est complètement emporté quelle que soit la partie. D'abord dans cette histoire tragique et brutale de la famille Rabinovitch. On connaît bien sûr l'histoire des Juifs d'Europe, les pogroms, la montée du nazisme en Allemagne, les lois anti-juifs, la Shoah, mais je sais pas comment dire, je trouve que sous la plume d'Anne Berest, ça prend vraiment une ampleur différente. Je sais pas, peut-être parce que découvrant l'histoire avec elle, il y a une proximité qui se crée. En tout cas, j'ai trouvé que c'est que des histoires qu'on connaît et pourtant, ça avait beaucoup plus de force pour moi, quoi. Ouais, c'est peut-être cet aspect, comme tu dis, d'intimité qu'on partage c'est ça. avec l'autrice. Et de découverte en même temps qu'elle. On a l'impression
quand on le lit qu'au moment où on le lit, elle découvre elle aussi. C'est vrai. Et c'est vraiment très très bien fait et ça rend vraiment le récit... ça lui donne une grande force, je trouve. Et évidemment, cette première partie est très dure. Forcément, ça se termine quand même de façon très, très radicale à Auschwitz. En plus, très vite, finalement. Mais c'est aussi très beau et très romanesque. Le destin des Rabinovitch, leur voyage à travers l'Europe, jusqu'en Palestine, jusqu'en France. Et toujours en plus, le côté, à chaque fois, ils ont confiance. Alors que quand même, cet espoir qu'il y a, alors que nous, on connaît la fin de l'histoire, donc on le sent venir et on a envie de leur dire mais non, mais n'y allez pas. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est un peu inexorable. Mais c'est vrai, ça rend le destin hyper romanesque, quoi, et vraiment digne des plus grands films dramatiques. Pour cette première partie, on pourrait en faire une grande saga, ça marcherait à fond, quoi. Moi, c'est vrai qu'en plus, je l'ai imaginé un peu façon série ou film, cette première partie. Ah oui, vraiment épopée historique, ouais, tout à fait. Complètement, on y pense vraiment. Et puis après, il y a donc cette deuxième partie qui est plus enquête, où on suit aussi le travail de recherche d'identité, la question du rapport de l'autrice à l'histoire des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle d'être juif, même quand on a été élevé, comme elle nous l'explique, complètement hors de la religion et sans référence à son histoire personnelle et à l'histoire de sa famille. Du coup, il y a beaucoup plus d'introspection, je trouve, dans cette deuxième partie. Anne Berès, je trouve, a un regard sur elle-même, sur sa famille et sur la place des Juifs dans la société française qui est très juste et aussi très honnête, je trouve. Oui, c'est vrai. Et comme tu dis, il y a une vraie enquête généalogique finalement dans ce roman. Ça se lit comme un policier. Il y a beaucoup de suspense. Il y a surtout beaucoup d'émotions, évidemment. Ouais. On est un peu au cœur de l'horreur nazie, de la mise en place du régime de Vichy avec tout ce qu'il a de pervers, d'inhumain. Et moi, personnellement, je trouve qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec notre société. Le contexte actuel, politique, la division, la haine, la méfiance que l'on voit prendre de plus en plus d'ampleur quand même à quelques mois des élections qui arrivent. Et on voit les mécanismes. Je trouve aussi que elle montre dans la deuxième partie aussi qu'en fait, ça n'a jamais vraiment disparu. Ouais, et elle fait le rapport entre sa grand-mère, sa mère, elle. Ça s'étale sur toutes les générations. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, de génération en génération, il y a des choses qui sont toujours là. Qui sont là, ouais. Vis-à-vis des Juifs en France notamment, mais en fait partout. Oui, et puis là, c'est vrai que, aujourd'hui, évidemment, ça concerne les Juifs, ça concerne encore... Enfin, pour moi, ça concerne l'autre dans sa globalité. Oui, c'est la peur de l'autre, c'est la peur de la différence. Et je trouve que, voilà, on ne peut pas s'empêcher de faire ce parallèle. Il y a une sorte un peu de radiologie de notre propre société, finalement, dans ce roman, et c'est assez glaçant, en tout cas, de l'analyser de cette façon-là. Et comme tu le disais, de façon plus personnelle, l'autrice s'interroge sur sa propre identité, sur ses racines, sur ce qu'il a défini elle. Et c'est l'une des questions qui revient très régulièrement en filigrane. Qu'est-ce qu'être juive ? Et surtout, pour une femme, il faut qu'on le précise, qui a été élevée dans une famille très à gauche, très laïque, vraiment aux antipodes de la religion, mais à côté de ça, dont les ancêtres sont morts à Auschwitz. Ouais. Donc c'est la question finalement qu'elle se pose. Ça veut dire quoi être juive ? Est-ce que ça veut dire être pratiquante ? Est-ce qu'on peut l'oublier, l'annuler ? Exactement. Ouais, et c'est vrai que c'est une question, oui, au final, ça revient, quoi. C'est là, et surtout avec une histoire comme la sienne. On la ramène à ça aussi, elle. Exactement. Ouais. C'est ce qu'elle raconte, justement, au cours de ses recherches. Des gens la ramènent à sa religion, alors qu'elle-même n'y pense pas, quoi. Ouais. Et on sent quand même que certains passages ont été très difficiles à écrire. Oui. Justement, quand elle parle de certaines... choses dont elle a été victime, on sent que ça n'a pas été évident à retracer. Ouais, mais en même temps, c'est une grande réussite. Et c'est une grande réussite, heureusement. Ouais. Mais c'est vrai en plus, elle a fait vraiment un énorme travail de documentation historique, et c'est un vrai travail d'historienne, franchement, de recouper des documents, retourner dans des archives pour y découvrir un nom, une photo, aller retourner dans le village et retrouver à la mairie des informations. Ça, je trouvais ça... incroyable. Je trouve que c'est un travail qui est hyper intéressant en plus. Et puis, du coup, dans tout ça, on découvre aussi plein d'autres personnages qui ont croisé l'histoire de sa famille, etc. Je pense par exemple à cette femme médecin, Adélaïde Hauteval,
qui parle qui de était en camp. Voilà, qui était dans les camps et qui a donc rencontré Noémie. Ouais. Et qui parle, elle, dans son livre, de Noémie. Et donc, c'est comme ça qu'elle retrouve le lien. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Ouais, et fou. cette femme, qui a l'air aussi d'être une femme incroyable. Ouais. Voilà, hyper intéressant. J'avais très envie d'aller savoir un peu plus de choses sur elle. Son livre, quand même, le titre fait un peu... J'ai pas vu, fait un peu c'était peur. quoi Je crois que c'est Médecine et Crimes contre l'humanité. Ouais, c'est sûr que... Donc voilà. Mais bon, c'est quand même très, très intéressant. Il y a aussi des résistants dont on a évidemment entendu parler. Enfin, c'est incroyable. On se dit, mais quelle épopée quand même, aussi. Et puis, il y a l'écrivaine Irène Nemirovsky aussi qui apparaît, qui est une écrivaine que moi, j'ai adorée et qui est vraiment formidable, qui a, elle aussi, disparu dans les camps de la mort en 42, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, à peu près en même temps que Noémie et Jacques. Et qui a laissé le manuscrit de Suite française, qui a été redécouvert il y a pas très très longtemps, il y a peut-être, je crois, dans les années 2000. Oui, c'est assez récent. Bon, moi, je ne l'ai pas lu, mais il y a eu une série aussi qui a été adaptée. Il y a un film qui a été fait Ouais. qui ne vaut pas le livre. Hein. Le livre est extraordinaire. Il faut absolument le lire. Hein. C'est incroyable. Il faut que je le lise. Et c'est magnifiquement écrit en plus. Donc vraiment, c'est à lire absolument. Genre, vous n'avez pas le choix en fait. Ok, c'est noté. Je sens la pression. D'accord. Mais c'est marrant parce que donc, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de similitude dans la construction du livre d'Anne Berest et de Suite française, parce qu'il y a vraiment une construction en deux parties aussi dans Suite française, avec deux parties assez distinctes, mais qui en même temps fonctionnent très bien ensemble. Et en fait, c'est un peu ce que fait aussi Anne Berest. Et du coup, je trouvais ça assez étonnant. Alors, je ne sais pas si il y a une envie de faire, de suivre un peu ce qu'avait fait Irène Nemirovsky, mais ça parle évidemment aussi de la guerre. Et donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un peu une similitude. Tout ça pour dire que vraiment, moi, ce roman, La carte postale, m'a énormément touchée, que je le conseille à absolument tout le monde. Et puis, je lirai bien d'autres romans d'Anne Berest, et notamment Gabrielle, qu'elle a écrit avec sa sœur, et qui parle, pour le coup, de la grand-mère de l'autre côté, qui a l'air d'être encore un personnage incroyable, d'ailleurs qui est aussi évoqué dans La carte postale. Mais donc ce Gabriel, je le mettrais bien dans ma pile à lire. En tout cas, La carte postale, un roman très fort qui mérite, on le pense toutes les deux, amplement le Renaudot des lycéens qu'il a reçu. Et je trouve que c'est d'autant plus justifié qu'il rappelle aux prochaines générations de ne pas oublier. Je l'avais évoqué dans le dernier épisode, je venais juste de commencer à lire Un bref instant de splendeur d'Ocean Vuong, édité par Gallimard. Il est paru il y a à peine un an, et à chaque fois que je le voyais en librairie, je me disais qu'il était pour moi. Un an plus tard, j'ai fini par le lire, donc c'est l'occasion de vous en faire un retour. Un bref instant de splendeur se présente sous la forme d'une lettre qu'un fils adresse à sa mère qui ne la lira jamais. Fille d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne, elle est analphabète, parle à peine l'anglais et travaille dans un salon de manucure aux États-Unis. Son fils, dont la peau est trop claire pour un Vietnamien mais pas assez pour un Américain, entreprend de retracer leur histoire familiale. La schizophrénie de sa mère, traumatisée par les bombes ennemies au Vietnam, les points durs de sa mère contre son corps d'enfant, son premier amour marqué d'un saut funeste, sa découverte du désir, de son homosexualité et du pouvoir rédempteur de l'écriture. Alors, je suis très partagée sur ce roman. Comme je vous le disais, j'avais vraiment très envie de le lire. Et finalement, je dois dire que j'ai été un peu déçue. En fait, je l'ai trouvé assez inégal. Il y a des instants de splendeur que j'ai beaucoup aimé, où j'étais vraiment complètement dedans, vraiment prise par le roman. Et puis, d'autres moments où l'auteur me perdait totalement. Ocean Vuong a vraiment une très belle écriture. Il est également poète et clairement ça se ressent dans les pages, dans son écriture qui est très forte. Il y a vraiment une intensité incroyable. Mais j'ai aussi trouvé parfois qu'il en faisait trop. Trop de figures de style, trop de postures littéraires, au détriment de la narration. Et surtout, en coupant un peu l'unité du roman. C'est un peu dans ces moments-là du coup qui me perdait. En fait, je crois que le récit était parfois trop fragmenté pour moi, même un peu chaotique. La façon dont on parle, ça me fait un peu penser à Pérogon, dont vous avez parlé, un peu dans le style et la forme, non ? C'est la même structure ? Alors, oui et non, parce qu'en effet, il y a des moments où on retrouve un peu ce style où on a des petites phrases qui parlent d'un truc à un moment, et puis la phrase suivante te parle d'un autre moment. Mais finalement, je dirais pas que c'est pareil, parce qu'à Pérogon, c'était vraiment conçu de A à Z comme ça, et à nous de remettre les morceaux du puzzle
Et c'était tellement pensé comme ça que, en fait, on n'avait pas de difficulté à suivre le fil. On retrouvait les éléments, on les remettait dans l'ordre et on suivait l'histoire. Alors que là, en fait, c'est pas tout le temps. Donc il y a des moments où, moi je dois dire, j'ai pas bien compris pourquoi il se met à faire un récit fragmenté, mais très très fragmenté, hein, une phrase, tu vois. Et là, vraiment, moi j'avoue que j'étais perdue, quoi. J'y arrivais pas, je comprenais pas pourquoi il voulait faire ça à ce moment-là. Et c'est là que je disais, je trouve que ça faisait un peu posture littéraire et tout ça. Et pour moi, c'était trop, quoi. Mais d'un autre côté, il y a quand même des points positifs. Dans ce roman, peut-être les thèmes qui sont abordés ou... Ah oui, oui, tout à fait. Hein. Je l'ai trouvé fouillis à certains moments, mais ça aborde plusieurs thèmes que j'ai trouvé vraiment très intéressants. Il y a cette relation à sa mère, cet amour filial, malgré les violences, les maltraitances qu'il subit de la part de sa mère, qui est vraiment... C'est quand même très joliment décrit, l'amour qu'il a pour sa mère et pour sa grand-mère aussi. Il y a des moments qui sont très très forts et très beaux. Et puis, c'est vraiment une unité, ces deux femmes et l'enfant qui est assez belle et bien décrite. Il y a aussi le rapport à l'écriture qui est très intéressant parce qu'il décrit l'écriture comme un peu un refuge, comme une planche de salut, et c'est ça qui lui donne sa force. Et évidemment, quand on est poète, je pense que c'est en effet très important. Et découvrir ça et savoir qu'on a ça comme moyen de se sauver un peu peut-être, de se sortir d'une situation difficile, c'est assez extraordinaire. Et ça, il le montre vachement bien. Et puis, on y revient encore, mais il y a évidemment tout un questionnement sur l'identité, parce que c'est un enfant métis. Donc, la question du métissage dans une Amérique ou avec une mère qui ne parle presque pas anglais. Et puis aussi la question de sa masculinité, évidemment liée à son homosexualité, qu'il découvre seul et qu'il doit un peu gérer tout seul, quoi. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis, au travers de son premier amour, Ocean Vuong nous décrit aussi la crise des opioïdes aux États-Unis à la fin des années 90, début 2000, en gros, qui a détruit des hommes et des communautés. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien décrit par un petit angle en fait qui raconte son premier amour. On suit aussi cette crise qui a été vraiment, et qui l'est toujours d'ailleurs, terrible aux États-Unis. Et ça m'a beaucoup touchée. Je pense que c'est une des parties qui m'a le plus touchée. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que tu parles de la crise des opioïdes et moi j'ai regardé une série sur ce thème qui s'appelle Dopsic et j'en profite pour vraiment vous la conseiller. C'est une fiction qui est tirée de faits réels sur le système très machiavélique qui a permis à Purdue Pharma, donc une des sociétés pharmaceutiques, de commercialiser un opioïde et de se faire vraiment du fric sur la santé des gens en tuant des centaines de milliers de personnes. C'est sur Disney+, c'est une mini-série qui est glaçante mais qui est à découvrir absolument. Certains moments on se dit mais c'est pas possible, ça n'a pas pu se passer comme ça, c'est trop gros. Et je me rappelle quand on l'a regardé avec mon copain, on se disait attends, on va quand même regarder sur internet pour voir à quel point c'est vrai et est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça. Et là tu découvres que ouais, ça s'est vraiment passé comme ça. En fait la série est tirée d'une enquête journalistique, etc. Et ouais, et tout est vrai et c'est d'autant plus horrible. Donc vraiment si vous avez l'occasion de la regarder, je vous encourage à le faire. Ouais, mais moi je l'ai pas encore vue, mais j'ai très envie de la voir. Donc ouais, je pense que je vais faire en sorte de la voir bientôt. Ça te plaira, je pense. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le roman. Il y a un peu une sorte d'inexorabilité aussi à la façon dont cette drogue, finalement, arrive de façon genre presque... mine de rien, voilà, mine de rien, sans crier gare. Et puis, en fait, s'installe et on peut plus s'en sortir, quoi. Ouais. Et ça, il le décrit hyper bien. Voilà. Du coup, si vous vous intéressez à cette histoire, vous avez un livre et une série qui vous en parlent. Mais c'est vrai que pour revenir au livre, moi, il me tentait pas trop. Je te l'avais dit quand tu l'avais commencé. Ouais, j'avais lu beaucoup d'avis mitigés, quelques-uns qui étaient assez encourageants et d'autres qui, au contraire, beaucoup d'abandon, de gens qui n'ont pas accroché au style. Donc, je pense qu'il y a vraiment une écriture, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, moi, c'est ce qui me ressortait quand je lisais les avis. Et en plus de ça, le résumé ne m'attirait pas plus que ça, donc je sais pas, je pense pas me lancer, mais bon, on sait jamais. Oui, après c'est pas grave, non, t'es pas obligé de tous les lire. Non, c'est vrai. Mais moi à l'inverse, j'avais lu au contraire des avis hyper positifs, vraiment genre dithyrambiques, donc j'avoue que du coup ça m'a un petit peu déçue, mais après c'est quand même une lecture qui est étonnante et intéressante, et le côté aussi, j'en ai pas parlé plus haut, mais le côté lettre qui ne sera jamais lu donne aussi vachement de force au récit, parce que du coup on s'adresse à quelqu'un mais en même temps on dit tout sans filtre.
Et ça, j'ai bien aimé aussi. Mais bon, bah voilà, moi, il m'a quand même manqué un petit quelque chose, je pense. Après, ça m'a quand même marqué. Je pense que c'est pas le genre de livre qu'on oublie, tu vois, même si on n'a pas adoré. Mais je le compterai pas dans mes meilleures lectures de l'année. Après, j'imagine que vous pouvez vous aussi avoir un ressenti différent de moi. Alors, à vous de me le dire si vous l'avez lu. Là, on est pile dans l'actu littéraire puisque le roman est sorti en janvier. Je voulais vous parler de La Décision de Karine Thuil, paru chez Gallimard. Nous sommes en mai 2016. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime. Mariée, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays. Alors Marine, tu nous avais parlé dans l'épisode 3 du Bruit des pages de Karine Thuil avec Les choses humaines que tu avais adoré. Est-ce que cet avis est confirmé avec La Décision ? En effet, ce livre avait été un vrai coup de cœur à l'époque, donc j'ai foncé sans trop me poser de questions quand j'ai appris la sortie du nouveau roman de l'autrice. Et cette fois-ci, on change vraiment de sujet. Karine Thuil nous plonge dans les méandres d'un métier qui est assez méconnu, il faut le dire, et qui est pourtant très médiatique, juge antiterroriste. Dit comme ça, c'est sûr, c'est pas très glamour, et pourtant, je dois dire quand même que même si ce livre a de nombreuses qualités, j'ai pas été aussi transportée que par Les choses humaines. Après, c'est dur quand on a eu une première très bonne expérience, on a tendance à faire la comparaison. Exactement. Et puis là, Les choses humaines, moi, ça avait été vraiment... ce livre, j'y ai pensé pendant des semaines, etc. Bon, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, le livre est quand même très bien parce qu'il aborde déjà un sujet qui est très intense, bouleversant, le terrorisme, tout ça. C'est des sujets qui nous touchent aussi aujourd'hui. En plus de ça, Karine Thuil, elle a une écriture qui transmet beaucoup d'émotions, d'analyses. Et on retrouve ce style dans La Décision. C'est d'ailleurs ce que j'avais aimé dans Les choses humaines. Mais là, j'ai eu le sentiment que dans ce roman, l'autrice nous donnait un peu trop d'analyse psychologique. Pourtant, voilà, c'est ce que j'avais aimé, encore une fois, dans Les choses humaines, la façon dont elle travaillait ses personnages. Mais là c'était trop. Il y avait, je sais pas, j'avais un peu cette impression que on lui avait fait ce retour sur son analyse psychologique des personnages et qu'elle nous disait, bon, bah là, du coup, je mets la pâtée dans, dans La Décision. Bon, ils en veulent, je vais leur en donner. Voilà, ouais. Moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Et bon, il y a des moments, j'ai pas accroché, quoi. Il y avait un trop-plein de psychanalyse, les déboires amoureux d'Alma, le drama autour de son couple, ça avait un peu tendance à me lasser. Il y a peut-être une question de génération aussi, ça fait un peu crise de la quarantaine, tout ça. Bon, moi, pour l'instant, je suis pas trop concernée. On verra peut-être plus tard, je le relirai dans 10 ans, peut-être que ça me parlera plus. Et c'est vrai que même si le malaise du personnage principal est entièrement lié à l'ensemble de l'histoire, on peut pas le laisser de côté. On se passerait bien quand même de quelques passages, un chouille longuet sur les questionnements intérieurs d'Alma. Oui, mais alors, t'as quand même pas détesté. Non, c'est juste, ça n'a pas été un coup de cœur, mais il y a quand même des choses très bien dans ce roman. Ce roman, il tient en haleine, il nous confronte à une société qui est anéantie par le terrorisme, qui est vraiment paralysée par la peur de l'autre. Ça pose énormément de questions, puisque comment, en tant qu'être humain, on peut démêler le vrai du faux ? Comment est-ce que face à quelqu'un, on peut se dire, ok, cette personne mène en bateau, ou est-ce que non ? Est-ce qu'elle est honnête ? Est-ce que non ? Est-ce que la justice a le droit à l'erreur ? Est-ce qu'on doit sacrifier notre liberté au profit de la sécurité ? Voilà, c'est un peu toutes ces questions qui traversent le récit de Karine Thuil et qui finalement nous touchent et nous tiennent en haleine, puisque c'est quelque chose qui fait référence aussi à notre expérience personnelle et collective, évidemment. Donc voilà, je dirais que c'est un livre qui est captivant, qui m'a peut-être moins marqué que Les choses humaines, mais voilà, on ne peut pas dire que ça n'a pas été écrit avec talent, et encore une fois, je reconnais celui de Karine Thuil pour vraiment sonder la complexité de l'être humain. Moi, je ne l'ai pas lu, La Décision. Bon, il faut dire qu'il est sorti il y a quelques semaines, hein, même pas. Ouais, c'est ça. Donc bon, je ne peux pas faire comme toi. Mais quand tu me l'as décrit, ça m'a beaucoup fait penser à L'intérêt de l'enfant de Ian McEwan, qui est paru d'ailleurs également chez Gallimard, mais en 2015. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas lu. Franchement, je te le conseille vraiment. Et le thème est
j'ai trouvé est très proche. En l'occurrence, l'intérêt de l'enfant, ça se passe en Angleterre. L'héroïne, c'est une juge spécialisée dans le droit de la famille qui, comme dans le cas de la décision, est passionnée par son métier et donc délaisse son couple. Donc on a un peu cette oui, tout à fait. dichotomie. Ouais. Et elle va devoir rendre un jugement impossible et décider si un jeune homme de 17 ans, 3/4, atteint de leucémie, mais qui refuse pour des raisons religieuses une transfusion sanguine qui pourrait le sauver, si ce jeune homme, il doit recevoir cette transfusion de force. Donc il y a vraiment cette dualité entre un jugement à rendre et la vie personnelle de la juge. Et ce que j'ai, moi, beaucoup aimé, parce que le côté vie personnelle m'intéressait un peu moins, et donc j'ai vraiment le souvenir surtout de la partie sur la décision. Voilà. On y revient, voilà. Cette décision donc à prendre par la juge. Ian McEwan a vraiment décrit tout le processus de décision dans les moindres détails, les arguments pour, les arguments contre. La décision finale de la juge est largement motivée. Elle explique vraiment son cheminement et je trouve que ça fait énormément réfléchir. En fait, moi, quand j'avais lu la 4e de couverture, je m'étais dit, en fait, c'est hyper facile, c'est ça la décision, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, en fait, au fur et à mesure, à chaque élément qu'on nous amenait, j'étais là, non, en fait, peut-être pas. Et puis, les mentions, en fait, peut-être que si. Enfin, vraiment, j'ai changé 15 fois d'avis. Tout ça pour, à la fin, me dire, heureusement que c'est pas moi qui dois prendre une décision, parce que franchement, c'est entre le droit et la justice et ce à quoi tu dois te référer pour prendre ta décision et la morale et le bon sens, etc. Il y a beaucoup trop d'éléments. Je suis vraiment... laissons quelqu'un d'autre le faire. Là, c'est vrai qu'on retrouve exactement finalement ce genre de questionnement dans le livre, puisque en plus de ça, on nous met en parallèle de l'histoire d'Alma, on nous met les extraits d'interrogatoire du suspect. Donc, on est directement confronté à ce qu'il nous dit, à la façon dont il raconte, et il a l'air honnête, ce jeune homme. Donc, voilà, on se retrouve finalement comme face à un juge qui lit un interrogatoire et devant décider si la personne en face de lui, elle est honnête ou pas. Et c'est pas facile de trancher. Ouais, voilà. Et nous, en tant que lecteurs, du coup, on change d'avis, on se pose plein de questions et on se rend compte que c'est vraiment pas si simple que ça. Dans l'intérêt de l'enfant, il y a ce gros cas, mais il y en a plein d'autres petits. Et en fait, à chaque fois, c'est le même questionnement et tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. Ça fait énormément réfléchir, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Si ça vous intéresse, le roman a été adapté en 2017 avec Emma Thompson, que moi, j'adore, personnellement. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Ça s'appelait My Lady, en français. J'ai profité de la préparation du podcast pour le regarder. Bon, je dois dire que j'ai moins aimé. Donc vraiment, je vous conseille le livre et le peut-être film peut-être après pour ouais. vous faire votre idée, mais le livre est vraiment très très fort. C'est noté, allez hop, un de plus dans la pile à lire, c'est parti. On De est plus rien. à ça après, merci. Pour revenir rapidement sur les choses humaines, je voulais aussi vous parler d'un autre livre, celui de Chanel Miller, J'ai un nom, qui a été publié aux éditions du Cherche Midi. Parce que je l'ai lu en décembre et il s'agit en fait de la vraie histoire qui a inspiré Karine Thuil pour son roman, celle de Chanel qui a été agressée par un étudiant de Stanford en 2015. Et je vous conseille vraiment de découvrir ce livre, surtout si vous avez lu Les choses humaines, parce que l'histoire de Chanel Miller, elle est très puissante, elle est très marquante. C'est pas seulement un témoignage, c'est un vrai plaidoyer. D'ailleurs, la lettre qu'elle avait publiée sur Internet suite au procès avait fait un buzz énorme et c'est comme ça qu'elle s'est fait aussi connaître. Grâce à elle, d'ailleurs, la loi californienne a pu évoluer et le juge qui avait été chargé de l'affaire a été destitué, ce qui n'était pas arrivé, je crois, depuis 40, 50, 60 ans. Dans ce roman, on comprend vraiment le combat des victimes de viol, les humiliations, la procédure judiciaire qui est extrêmement complexe, en tout cas aux États-Unis, tous les obstacles qui se dressent face aux victimes. Donc voilà, je vous conseille de le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Notre BD du mois est un autre gros coup de cœur pour nous deux, l'adaptation du Cœur des femmes de Martin Winkler par Aude Mermillot, et c'est paru aux éditions Le Lombard. Le Cœur des femmes nous parle de Jean, étudiante en médecine brillante. Majeure de sa promo, elle choisit de se spécialiser en chirurgie gynécologique. Mais avant de valider son année, elle doit effectuer un stage dans un centre de soins pour femmes aux côtés du docteur Karma. Malgré l'excellente réputation du médecin, Jean se désespère de devoir écouter toutes ses patientes se plaindre de leurs petits soucis sans pouvoir toucher un bistouri pendant 6 mois. Mais jour après jour, la jeune femme va apprendre à remettre en question tout son savoir pour être à l'écoute de ces femmes venues se confier à elle et finalement changer sa vision de la médecine.
J'ai lu le livre de Martin Winkler à sa sortie, donc ça commence à remonter maintenant, puisque c'était il y a 10 ans. Et je me souviens qu'à l'époque, je l'avais dévoré. J'ai été vraiment touchée par l'histoire de toutes ces femmes qui viennent se confier dans le cabinet du docteur Karma. Et j'avais 20 ans quand j'ai découvert ce roman, et depuis 10 ans se sont écoulés. C'est horrible de dire ça. Mais non, c'est pas horrible. On va dire, j'ai grandi plutôt que j'ai vieilli. MeToo est passé par là, et en quelque sorte, je me suis éduquée au féminisme, au combat à mener. Et quand la BD est sortie, j'ai eu envie de redécouvrir cette histoire grâce à Aude Mermillod. Et franchement, j'ai pas été déçue, loin de là même. J'ai adoré cette adaptation. Je l'ai lue en étant révoltée par tous les thèmes qui sont abordés dans le roman et qu'on retrouve bien sûr dans cette BD, les violences gynécologiques, le consentement, le respect de la femme. Et puis, entre-temps, il y a eu aussi beaucoup de dénonciations de viols ou d'agressions sexuelles ou de violences de la part de gynécologues. Donc, la BD prend d'autant plus d'ampleur avec cette actualité. Comme quoi, voilà, on peut lire 2 fois la même histoire et avoir un ressenti très différent en fonction de notre évolution, de celle de la société et puis de notre expérience aussi. Ouais. Moi, je l'ai pas lu, le roman de Martin Winkler, mais autant vous dire qu'il est tout en haut de ma liste quand je m'autoriserai à racheter des livres. Chacune son tour, hein, ouais, voilà. C'est ça. Parce que moi, j'ai été vraiment bouleversée par cette BD. C'était une grosse claque, ça m'a chamboulée et j'ai un peu l'impression d'avoir été changée par cette lecture. Évidemment, tout ce que ça dit m'a énormément touchée et tout ça, mais ça, j'étais prête, je le savais que ça le ferait. Mais même juste l'histoire que ça raconte est vraiment très belle. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai pleuré à la fin. Moi aussi, je te rassure, moi aussi. Et donc voilà, l'histoire est très forte, le propos est très fort. Et alors, je sais pas, comme j'ai pas lu le roman, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un roman qui était presque fait pour être transcrit en BD. En tout cas, Aude Mermillod a vraiment su en extraire la substance et la beauté. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ah, tout à fait. Je trouve que c'est une adaptation qui est très très bien réussie. Et on a tendance à se dire je vais être déçue parce que j'ai tellement aimé le roman, la BD sera pas aussi bien. Vraiment, non, pas du tout. Enfin, moi, ça fait peut-être 10 ans que je l'ai lu, mais j'ai été aussi touchée par la BD que par le roman. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de bienveillance dans cette histoire et que ça fait du bien. Ça fait du bien. Et aussi, étonnamment, j'étais assez surprise de ça, les rôles sont presque inversés, si on veut. Enfin, Jean, qui est une femme qui devrait être beaucoup plus au fait de... sensible à la façon dont les femmes sont traitées par les médecins, etc. Et au contraire, celle qui est la plus pleine de préjugés et finalement qui traite beaucoup moins bien les femmes. Et c'est l'homme, le docteur Karma, qui, lui, est très à l'écoute et a déconstruit cette pratique médicale et a beaucoup moins d'a priori que Jean. Et c'est lui qui va emmener Jean sur la bonne voie, hein, si on veut. Mais d'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ça marche bien en y pensant. C'est que le fait que ça soit une femme, forcément, on s'identifie. Ouais. Et du coup, on se dit, mais en fait, pourquoi est-ce que nous-mêmes, on réagit comme ça, c'est-à-dire en ne faisant rien, en se disant, c'est normal, on me traite de cette façon-là, c'est normal, c'est comme ça, voilà, ça a toujours été comme ça changera pas, et puis c'est comme ça qu'il faut faire. Et je pense que justement, le fait que les rôles soient inversés, c'est peut-être d'autant plus marquant pour une lectrice, en tout cas. Ouais, mais tu vois, genre, au début, elle est là à dire « Oh, j'en ai marre que ces femmes me parlent de leurs seins douloureux et tout », et tu te dis « en même temps, ça t'arrive pas à toi aussi ?» Enfin, tu vois, si... Ouais. C'est ça qui est dingue. Mais on a appris à... Elle est là genre « Oh, c'est chochotte qui me parle de leur douleur au moment des règles et tout », et t'es là, en même temps, toi aussi, t'en as. Donc, mais on nous a appris à ne rien dire, à ne pas en parler. Et elle a complètement intégré le fait que pour les médecins, une femme qui se plaint de ça, c'est pas grand-chose, quoi. C'est tu ça. vois. Et je trouve ça hyper intéressant que du coup, ça vienne d'un médecin homme qui lui dise, mais attends, si elle t'en parle, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un problème. Écoute-les. Au lieu de te dire tout ça, j'ai pas besoin de l'écouter, c'est pas ça le problème. Tu vois. Donc je trouvais que c'était vraiment très très intéressant. Du coup, évidemment, ça nous fait beaucoup réfléchir, je trouve, sur la place des femmes face à la médecine. Et tu parlais d'agressions sexuelles, de viols, mais même au-delà de ça, il y a juste des pratiques établies qui, parfois, pourraient tendre vers la maltraitance. Et encore, au-delà de ça, il y a juste tous ces petits trucs qui semblent tellement normaux qu'on réagit même pas, en fait. On n'y pense pas. Ouais. On n'y pense pas, c'est ça. C'est même pas se dire « Oh, j'ai été traitée comme ça ». En fait, ça semble normal. Tu vois, il y a un autre passage dans la BD qui m'a
pas mal fait réfléchir, c'est quand elle demande à une patiente de se déshabiller entièrement. En gros, pour aller plus vite, pour éventuellement, s'il y avait besoin de l'ausculter complètement, que ce soit déjà fait. Et le docteur Karma lui dit, mais est-ce que toi, ça te gêne quand on te demande ça ? Et elle répond, bah oui. Et il lui dit, bah pourquoi tu le fais alors ? Exactement. Et je trouve que, et moi, j'y avais jamais pensé. Ouais. Enfin, tu vas chez le gynéco, tu ressens ce malaise. Tu te mets à poil. Oui, voilà, mais t'es pas très à l'aise avec ça. Bah, t'es pas hyper à l'aise. T'es pas ravi, quoi, déjà, parce qu'en plus, il fait froid. Voilà, c'est ça, j'allais dire, il fait froid. mais c'est vrai. Et en fait, c'est comme la position dans laquelle on est ausculté. Bon, bah, c'est pas très agréable. Mais bon, tu dis, bah, c'est comme ça. Ouais. Tu vois, t'y penses même pas. Tu te dis même pas qu'on pourrait faire autrement. Exactement. En fait. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant parce que, bah, évidemment, en tant que femme, on lit ça et on se dit, ah, bah tiens, il y a d'autres façons de faire. Qui sont peut-être mieux, en fait. Et tu vois, moi, j'ai pas du tout à me plaindre d'histoires dans ma vie qui auraient été compliquées de ce côté-là et face à la médecine et tout. Donc, vraiment, c'est juste, on se rend compte qu'en fait, ça existe et surtout que des petits trucs pourraient être plus confortables, quoi. Exactement. Ouais. Sans parler des agressions, etc., c'est encore un niveau au-dessus. Ouais. Mais en effet, juste, ça démontre qu'en effet, le quotidien de la médecine gynécologique ne fait rien pour, en tout cas, améliorer le confort des patientes, faire en sorte qu'elles se sentent mieux, qu'elles se sentent écoutées, comprises, et qu'on puisse dire à notre médecin, oui, j'ai mal au ventre quand j'ai mes règles, oui, j'ai mal au sein, et qui ne nous regarde pas avec des gros yeux en mode c'est tout à fait normal en fait mademoiselle, de quoi vous vous plaignez, et voilà. Et c'est vrai que cette BD fait beaucoup réfléchir là-dessus. Ouais, et pas se sentir comme une géniarde alors Exactement. Que juste la moitié de la population subit ça, quoi. Voilà. C'est quelque chose d'ailleurs dont Mona Chollet avait déjà parlé, et on parle là de côté gynécologique, mais en fait c'est les femmes face à la médecine de manière même plus générale, hein. Mais tu sais, dans Sorcière, dont on a parlé aussi, elle l'a un peu évoqué ça, et je trouvais que c'était intéressant parce que donc là, Mona Chollet, elle racontait ça du point de vue féminin. Là, c'est raconté par un homme. Et je trouve ça d'autant plus encourageant, en fait. Ouais, finalement. On se sent un peu moins seul face à tout cela. Hein. Et puis, je voulais aussi souligner quand même une petite mention spéciale, on va dire, pour les dessins d'Aude Mermillot qui sont vraiment très beaux, qui retranscrivent, je trouve, à merveille la douceur, la compassion des personnages. Il y a quelque chose de très doux dans son trait. Il y a beaucoup de pédagogie aussi. On est vraiment immergé au cœur de ce milieu médical qui est souvent redouté, d'ailleurs. Et on comprend aussi qu'il y a quand même beaucoup de chemin à parcourir pour connaître le corps des femmes. Et d'ailleurs, ça m'avait fait un peu penser aussi au livre dont vous avez parlé pour la rentrée littéraire, Le pavillon des combattantes d'Emma Deneuillou. Oui, tout à fait. Tu te rappelles ? Ouais. Et on retrouve finalement en filigrane un peu cette plaidoirie pour une meilleure compréhension du corps féminin sans préjugés. Et c'est un peu ce que faisait... Et une meilleure écoute des femmes aussi. Une meilleure écoute, ouais. Et il y avait ce discours-là déjà dans... Oui, et notamment l'écoute versus la chirurgie, etc. Et là, c'est vrai qu'on le retrouve complètement parce qu'en gros, Jean, elle voudrait sortir le bistouri direct. Voilà, quoi. c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on le retrouve beaucoup. Bon, voilà, quoi. On lit tout le temps les mêmes livres. Voilà, bon. Je sais pas trop ce qu'on va en tirer comme conclusion, mais en tout cas, on peut faire beaucoup de parallèles. Voilà. C'est déjà ça qui est intéressant. Mais honnêtement, même si la BD, elle est quand même révoltante, moi, je trouve qu'elle laisse entrevoir aussi beaucoup d'espoir, quand même. On peut se dire que les choses peuvent évoluer grâce à l'écoute, notamment. Et moi, je pense que c'est un livre que toutes les femmes et même tous les hommes devraient lire. En tout cas, la BD. Tout à fait. Nous arrivons à la fin de cet épisode avec de gros coups de cœur et des avis un petit peu plus partagés. À vous maintenant de vous faire votre propre avis et surtout, n'hésitez pas à venir le partager avec nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec lebruitdespages.podcast et au fil des pages, le bookstagram de Marine, et puis aussi sur notre site. C'est évidemment là que vous retrouverez toutes les références dont on vous a parlé aujourd'hui, et puis plein de belles photos signées Marine. Et puis bien sûr, on compte sur vous pour le petit coup de pouce. Abonnez-vous, likez, partagez le podcast. C'est grâce à vous qu'on grandit un peu plus chaque mois. Et juste avant de se quitter, faisons notre petit tour de table habituel. Et commençons par toi, Catherine. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ?
Moi, je viens de finir Madame Sinclair, Reine de Harlem de Raphaël Confiant, qui faisait partie de mes cadeaux de Noël. Et j'ai enchaîné sur une BD dont vous avez forcément entendu parler. Je crois que ça a été le méga succès de Noël. Le jeune acteur, le tome 1, Aventure de Vincent Lacoste au cinéma, de Riyad Satouf. Évidemment, Riyad Satouf, en tout cas pour moi, c'est toujours un plaisir. Et toi, Marine, alors, tu lis quoi ? Alors, moi je viens de commencer La Porte du Ciel d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est la suite de Paradis perdu. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'espère que la suite sera aussi convaincante. Mais bon, en général, avec Éric Emmanuel Schmitt, on prend pas trop de risques. Voilà, le bruit des pages, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour de nouvelles découvertes littéraires. D'ici là, bonne lecture et rendez-vous à la prochaine page.